Bienvenue dans Next Épisode, votre rendez-vous dédié aux séries télé sur We Love Cinéma. Ils aiment les deux, ça tombe bien, et nourrissent aussi, tel Renaud, une vraie passion pour l'Hexagone. Same Players, Shoot Again, Perrine Kenson et Renan Cros. Oui, mais voilà, on s'en fout, bien sûr, on y va. Et d'Hexagone, à défaut d'Octogone, il sera question dans ce prochain épisode spécial série française. Au menu, une histoire de lobby et de pharmacie pas jolie. Mais avant, et dans un registre bien différent, une petite entreprise familiale qui connaît bien la crise et qui décide de diversifier ses activités. J'étais sur une idée de start-up. C'est Switch. Solide. Évidemment qu'il s'est planté avec son application. Ouais, je vais finir bouché. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale ? C'est de devenir dealer ? Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la bûcherie Azan. Mon père, il était très chaud. Je crois qu'il a gardé ton idée parce que c'est vendu, c'est fini. Ma sœur, elle a cru en moi direct. Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con. Et mamie, elle a suivi. C'était quoi? On pirate des lignes EDF, ça marche. Père. Ça va être cadré, légal, propre. 2,5 millions. Ah ouais, quand même, ouais. Gendarmerie nationale. Et voilà, comme ça, main dans la main. Une cata. Dans la bonne humeur familiale. On s'est lancé dans un business d'avenir. Et avant d'aller plus en avant dans le débat, je refais des présentations parce que Renan Cros ici présent estime qu'il a été mal présenté. Merde. Donc rebonjour Perrine Kenson. Non, ça va. Oh, mais t'es vilain. Et bonjour Renan Cros. Bah merci, c'est gentil de me présenter. Voilà. Allez, Family Business d'Igor Gottesman, à qui on doit le film 5 et qui est aussi le co-scénariste de l'excellent Monde Inconnu. Au casting, Jonathan Cohen Oh et Jonathan Cohen. Et aussi Gérard Darmon. Alors que vaut cette histoire de transformation de boucherie en bûcherie ? Excellent jeu de mots. Ouais. Alors, ça va être compliqué avec ce lancement parce qu'effectivement, le jeu de mots initial est pas foufou. Hein. J'aime bien, moi, j'avoue. Boucherie, ça me fait rigoler. tu te dis, bon... Ouais. Moi, il faut bien faire un antécédent du spectateur français sur Netflix, hein, c'est-à-dire Marseille, c'est-à-dire Planqueur, c'est-à-dire Osmosis... Et donc maintenant, c'est-à-dire tableau et Benoît Magimel avec l'accent, quoi. C'est ça. Tu peux nous faire cette phrase merveilleuse. Je me rappelle plus. Ouais, dis donc, ça vous fait pas bizarre qu'on se touche au zob devant ? Je sais plus ce que c'était le. Voilà. Et ben là, franchement, on partait quand même de très très loin. Hein. C'est-à-dire qu'on était sur un triathlon de la série. Ouais. Et là, franchement, c'est plutôt une belle surprise. Il est assez bon, Igor Gottesman. Ouais. C'est-à-dire que enfin, il y a une série. C'est-à-dire qu'enfin, il y a des personnages, il y a une écriture, il y a l'idée de suivre ces personnages sur plusieurs épisodes. On se dit pas que c'est un film découpé en morceaux, il y a vraiment un rythme quotidien. Évidemment, ça ne tient que sur Jonathan Cohen. Oui, mais est-ce que c'est un crime aujourd'hui, absolument en 2019, de construire une œuvre sur Jonathan Cohen ? Eh bien non, la France. Une série Cohen-centrique, comme on dit dans Cohen-centrique. Eh bien non, on mérite Jonathan Cohen chez soi, à consommer à volonté. Il est génial dedans. Il y a aussi Darmon, Piaton et Liliane Robert. Mais Jonathan Cohen est vraiment génial dedans. Il porte la série. Il est drôle et surtout il fait pas Serge le Mito, il fait un tout petit peu autre chose, il est un peu plus émouvant, un peu plus Serge le dealer. Un peu. Et vraiment moi déjà j'avais très peur qu'on soit sur une espèce de série un peu relou, genre ils vendent de la drogue en cachette dans une boucherie, genre des cordons bleus bourrés au shit, aucun intérêt. Et en fait, j'aime bien l'idée. Pardon. Et en fait, là, ce qui est plus malin, c'est que ça raconte l'histoire d'un changement de génération, donc d'un changement de business. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui si ça pourrait être la même chose si il avait voulu transformer la boucherie en start-up, par exemple. Et c'est plutôt malin, plutôt bien amené. Je trouve que les seconds rôles sont plutôt chouettes. Ça a vraiment construit un univers, des personnages. Moi, on a vu que 3 et quelques épisodes sur les 6, à mon avis, et c'est plutôt une chouette surprise. Perrine. Ouais, je suis pas aussi enthousiaste que toi. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'une série qui repose sur Jonathan Cohen, ou un film, ou un CD, ou une peinture, d'ailleurs, peut reposer sur Jonathan Cohen. Ou un rendez-vous amical. Ou un rendez-vous amical. Voire un apéro, plus apéro. Ouais. Voilà, sur Jonathan Cohen, je valide totalement cette idée. Après, je trouve qu'il y a quand même pour le coup, des soucis d'écriture par moment où en fait le problème c'est que j'anticipe un tout petit peu trop tout le temps ce qui va arriver. Je vois la préparation de la blague, je la vois gros comme un camion et puis quand il y a le paiement, au bout d'un moment je fais oui en même temps on vous l'aurait bien dit les garçons que ça allait pas bien se passer, ça allait pas se passer de cette manière-là. C'est cadré quoi. Oui mais un peu trop en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'ai jamais de vrai effet de surprise et que justement tout ce qui est de l'ordre du rebondissement comique ne vient justement que du talent des acteurs. Je trouve que c'est eux qui arrivent à me faire rire et pas tellement la situation dans laquelle ils se trouvent. Et moi c'est vrai qu'au début je m'attendais
m'attendais peut-être un peu au film Paulette. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. C'est un des derniers films de Bernadette Lafont où c'était une vieille dame qui finissait par dealer de la drogue de la marijuana dans ses petites pâtisseries. Ouais. Donc, et j'aimais beaucoup ce film-là. J'avais trouvé ça très sympathique. Et c'est vrai que je m'attendais aussi un petit peu à cette idée avec la bûcherie. Mais le fait que ce soit beaucoup plus ouvertement, qu'ils inventent toute une histoire autour de ça, avec l'idée d'une légalisation qui crée une sorte de monde parallèle. Moi, ça me va plutôt bien. Un monde parallèle où Enrico Macias aime la drogue. Moi, j'aime bien. En fait, il est chouette. L'apparition d'Enrico, c'est chouette. Ils avaient déjà fait une blague du genre dans Five où c'était Fanny Ardant qui se faisait livrer de la drogue par Niné & Co. C'est marrant parce que dans Five, c'était quand même très viril, un peu lourd à digérer. Et là, ce qui est assez malin, c'est qu'ils ont réussi Igor Gottesman a un peu affiné le trait. C'est-à-dire que ces personnages sont un peu plus faillibles. C'est un peu moins des bourrins, même si effectivement il y a 2-3 blagues un peu bourrines. Ouais. Moi, je dois dire, et je sais que nous ne serons pas d'accord avec Perrine, il y a une blague de paix qui m'a fait crever de rire. Et vraiment, j'ai hurlé de rire devant mon écran et j'ai honte, c'est-à-dire que... Non, mais c'est des blagues pour toi, ça, les blagues de paix. Mais c'est surtout, la France veut savoir, est-ce que vous êtes de manière générale client de blagues de paix dans la vie l'un et l'autre? Alors moi, terriblement... Moi, pas du tout. Pas du tout. Voilà, l'intellectuel, Madame Bergman, moi, c'est Patrick Sébastien, les proutes flambées, tout ça. C'est ça, la France qu'on veut. Alors, c'est une spécialité du Sud. Comment on est passé de Family Business à prout flambée? Je crois que c'est next épisode, c'est une recette secrète. Mon Dieu. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des vrais moments de gag. Jonathan Cohen a quand même une capacité. Non, mais il délivre. Il a un abattage de dingue. Ouais, mais on avait un peu peur qu'il se soit que ça. Oui, mais il est bien aidé. Il est bien aidé, notamment. Moi, j'avais un petit peu peur parce qu'au début, on est quand même très concentré sur Jonathan Cohen, sur ses copains, ses deux copains. Non, malheureusement, je oublie les noms d'acteurs et même un peu d'Armand. Et finalement, d'un seul coup, arrive plus ou moins vers le 2e, 3e épisode à s'intégrer vraiment bien Julia Piaton et Liliane Rover. Et pour le coup, elles viennent donner une autre dynamisme. Et j'aime bien cette idée de cette famille qui veut pas travailler ensemble, mais finalement doit le faire dans les circonstances et finalement va se monter un peu les uns contre les autres pour essayer de s'entuber un petit peu. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fonctionne plutôt pas mal. En fait, le titre est très bien choisi. Family Business. C'est vraiment sur le business et sur la famille en même temps. Et ça marche vraiment très bien. Après, ça ne révolutionne pas du tout la série, mais encore une fois, t'as ri. C'est quand même j'ai ri, j'ai souri, j'ai eu envie de voir la suite, j'ai trouvé ça attachant. Et encore une fois, on revient de Marseille, on revient de Planqueur, on revient d'Osmosis. C'est la meilleure série française Netflix, en tout cas en l'état. Oui, et puis en plus avec ce genre-là, c'est-à-dire des petites gens ou des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu de la drogue qui se mettent à devoir dealer, on a rarement fait des comédies jusqu'ici. Donc on peut aussi saluer l'initiative. Et encore une fois, là, c'est vraiment un truc sur l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire comment on fonde une entreprise, comment la passation, l'héritage. L'angle, encore une fois, de la drogue, il est un peu subversif, un peu rigolo. Et en fait, il est amené par un truc très très marrant, par un personnage d'influenceuse, vraiment que tu as envie de gifler et qui est vraiment drôle. C'est extraordinaire parce qu'elle est vraiment écœurante et je trouve que ça marche vraiment bien. Elle est drôle surtout. Mais elle est très drôle justement, ils vont tellement loin, ils poussent tellement loin ce côté écœurement chez elle que c'est vraiment très très drôle. Mais surtout, j'avais un petit peu peur avec cette idée de famille, de business. En plus, dans le milieu juif, j'avais peur qu'on tombe dans la vérité si je mens. Pour être honnête, à un moment donné, j'ai eu peur au début parce qu'il y avait beaucoup trop de frères et de vas-y, tu me dois combien? Et je ouh là là, ça sent la. On attendait Likaku un moment. On frôle le Likaku, ça frôlait un petit peu. Et encore Likaku, c'est ce qu'il y avait peut-être de mieux dans la vérité si je mens. Mais voilà, et on frôle ça. Et finalement, comme le script invente quelque chose à un moment donné, crée quelque chose d'autre, c'est là où moi la série m'a un peu plus attrapée, là où j'ai eu un petit peu plus de mal au début. Ouais, exactement. Ça crée une communauté, ça raconte une communauté, mais ça n'est jamais communautaire. C'est qu'on se sent jamais exclu de ces personnages. Et ça, c'est plutôt très réussi. On découvre aussi ce milieu du sentier, ces personnages. C'est le personnage du meilleur copain qui est tailleur, qui est vraiment très très drôle, qui vend des tailleurs dégueulasses au rabais en mettant une marque italienne. C'est vraiment très marrant. Il y a plein de choses comme ça, plein de petits trucs très chouettes. C'est pas une très grande série, mais c'est plutôt un très bon moment à regarder en ce moment. Je sens que tu essayes de conclure, ça fait 2 fois que tu fais le oui, bon alors si on remet en perspective, je donne alors de la structure. C'est moi qui conclue et c'est moi qui lance sur l'autre, d'accord? Donc ce serait bien que chacun reste à sa place et que tu te détendes un petit peu. Octogone. J'avais dit, je l'avais annoncé. Exactement. Alors ça s'appelle donc Family Business et c'est sur Netflix. Changement d'ambiance, passons sur Arte avec Jeu d'influence de Jean-Xavier de l'Estrade. Je vais déposer un amendement. Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques. J'ai pas envie de passer pour le ministre qui défend les pesticides. Tu comprends ça? Vous savez garder un secret. Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier. Claire Lancel, qui a vendu son âme au diable. Ouais, mais elle a vendu cher. Très cher. J'ai peur qu'il cherche à m'éliminer. Il y a déjà eu un meurtre. Pourquoi tu fais
tout ça. C'est de quel côté? Le directeur marketing d'une grande entreprise de l'agrochimie est découvert noyé dans la Seine. Un député et son assistant parlementaire bataillent pour l'interdiction d'un pesticide toxique. Un agriculteur porte plainte contre la multinationale qu'il accuse d'être à l'origine de sa maladie. Bienvenue dans le monde du lobbying. Quelle rigolade avec la merveilleuse Alix Poisson et Laurent Stocker de la Comédie Française. Êtes-vous séduit? J'ai pas envie d'être le ministre qui va défendre les pesticides. Voilà, c'est résumé. Déposer un amendement contre les pesticides. Attention, il y a des pesticides. C'est ça. On vous a dit que ça parlait de pesticides ou pas? Pas sûr. Je me suis endormi pendant la bande-annonce là. Mais la série, elle est au rythme de la musique de la C'est bande-annonce. ça, c'est... En fait, c'est terrible Je vais parce avoir besoin d'un peu plus que... Oui, non, mais c'est parce que c'est terrible, parce que c'est très bien fait. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire à la française. Le savoir-faire Jean-Xavier de Lestrade, exactement. Mais ça manque d'une espèce de rigueur, enfin d'un rythme en fait. On a l'impression... D'un souffle. Ouais, vraiment, c'est 6 épisodes d'1 heure. Et déjà là, dans votre résumé, Charline Roux, vous avez résumé quasiment le premier épisode. Donc, vous pouvez pas... Le deuxième. Ouais. Ah, bon, bah voilà. C'est-à-dire qu'il se passe tellement rien que les personnages... Il y a quand même une scène où on voit un type conduire pendant à peu près 3 ou 4 minutes. Et moi, je me disais, oui, mais on aurait coupé ça normalement dans une version un peu plus raccourcie. Et en fait, il a 6 heures, il a de quoi faire, à mon avis, 3 heures, et il étire ça en 6 heures. Oui, mais toi, dès qu'il n'y a pas de paix flambée dans une série, Le mec n'est plus là, quoi. C'est pas faux. Et globalement, à l'Assemblée, ça manque de paix flambée. On est d'accord. Vous ne respectez rien, Roland Cros. Perrine, tu t'ennuies aussi? Un petit peu quand même. Je trouve que tu parlais de souffle tout à l'heure et c'est vrai que finalement avec un sujet pareil, on se dit que ça aurait pu être un peu plus dynamique, un petit peu plus tendu en fait. C'est-à-dire que vraiment avec cette idée de oulala, est-ce qu'il va y avoir des meurtres? Est-ce qu'on vraiment a tué des gens? Est-ce que c'était un accident? Oulala. Non mais voilà, mais l'idée de oulala, les pesticides de l'Assemblée. Oulala, les pesticides de l'Assemblée. Voilà, mais je l'imagine devant sa télé faire oulala, les pesticides. Quitte à ce que ça soit pas sexy, autant que ça soit tendu. Mais ça c'est le nom de ma sextape. Voleur. Non. mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien dit, c'est Perrine Guelson. Mais non, mais là c'est un petit peu. Et à un moment donné, il y a vraiment le personnage d'Alix Poisson qui arrive vraiment dans le film où au début, vraiment, je me demandais où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on allait sortir de la Gadoue, où est-ce qu'on allait sortir de l'Assemblée. Je savais pas trop où on était. Au bout d'un moment, je savais même plus dans quel pays où on était, dans quelle région de France on était. Et d'un seul coup, c'est un problème de géographie. Ça, c'est un problème de géographie. Je crois que c'est dans le Nord. Et à un moment donné, Alix Poisson arrive, et c'est là où c'est le personnage qui m'intéresse le plus. Clairement, ils veulent en faire le personnage un peu central, mais comme il y a quand même beaucoup d'autres personnages aussi, finalement, on a du mal à totalement s'intéresser à elle. Et surtout, on a ce personnage qui, moi, je trouve fascinant, mais ce qui lui arrive, c'est convenu à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que l'idée d'un personnage qui vient faire quelque chose par intérêt, donc faire participer au lobby, mais qui d'un seul coup est rattrapé par sa conscience, c'est-à-dire qu'elle met 3 épisodes à s'en rendre compte, et on est genre, nous, on l'avait deviné depuis un moment qu'il fallait finir comme ça, chérie. Et c'est dingue comme les Américains prendraient le personnage d'Alix Poisson, Shonda Rhimes prendrait ça, mettrait une robe blanche, un verre de vin blanc et ferait scandale comme ça. Et ce serait formidable. C'est-à-dire que ça manque un peu de drama. On a envie d'une série lobby, on a envie d'une série avec Chantal Lobby, on a envie d'une série sur les lobbies avec Chantal Lobby. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des t-shirts de cette phrase? On a envie de série lobby. Mais non, mais si. C'est-à-dire qu'on a envie de ce personnage d'Alix Poisson. C'est un excellent sujet de fiction. Oui, mais c'est à la fois tellement opaque et tellement intéressant, voire excitant, toutes ces manœuvres. Mais c'est pas rendu excitant. Mais c'est pas rendu excitant, alors que oui, ça l'est. Et Shonda Rhimes rendrait ça hyper excitant, c'est-à-dire qu'on aurait ce personnage central qui est évidemment contraint entre un système et sa conscience, et on l'aurait suivi, on aurait collé au basque d'Alix Poisson. Je pense que la série aurait été passionnante. Là, c'est très très dilué, un peu comme les pesticides. Les pesticides ne sont pas du tout dilués, c'est bien le problème. Si, ils sont dilués dans l'épandage. Oui, oh là là, d'accord. ouais. Ah là, c'était une métaphore. Oh là là, le bac agro, quoi, ça va. Le bac agro. Attendez, m'a traité de bac agro. Vous dites rien, madame. Alimentaire. Bac agro. Voilà. Évidemment. Okay, non. Mais alors moi, je confesse avoir un souci qui est que j'ai zéro objectivité quand il y a Alix Poisson dans une série, qui est une comédienne que je trouve absolument fascinante, quoi qu'elle joue. Voilà. Je tenais à le dire publiquement. C'est vrai qu'elle est géniale. Elle est très bien. Et moi, j'aurais préféré rester vraiment que de son point de vue. Moi, toute la partie sur les lobbies, sur comment fonctionne le lobby, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la série. Mais quand on commence à s'en mêler avec les histoires de famille, les histoires de parlementaires, finalement, ça aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Mais comme tout le reste est un petit peu trop, pour le coup, dilué, clairement. Ah bah voilà, là, on est dilué, on n'est pas comme dans les pesticides. Et bien, finalement, moi, c'est cette partie lobby là qui m'intéressait parce que j'aimais bien voir comment on déconstruisait cette histoire et comment ça fonctionnait. L'étude de ça m'intéresse. Et finalement, comme il y a tout ce rythme est vraiment assez, même un peu égaré dans sa narration.
Moi, j'ai du mal à vraiment rester complètement accroché. Et après, il y a la méthode Jean-Xavier de Lestrade, c'est-à-dire c'est très documenté, très précis. On sent que tout ça est vrai, que tout ça est vraiment bien raconté. Mais je me demande pourquoi il n'a pas fait un très bon film d'1h30, 2 heures. Et je pensais au film de Pierre Scholler, L'exercice de l'État, qui réussissait ça, à raconter ce que c'était que justement le mécanisme politique. Là, il y aurait eu vraiment de quoi faire, même ne serait-ce qu'un téléfilm. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des séries partout, tout le temps. Arte donne une sorte de chèque en blanc comme ça, de faire 6 épisodes. C'est 6 épisodes trop longs et ça ferait, on va dire, 3 épisodes très bons. Donc je pense qu'il y a un problème de durée et aussi de format. Ça devrait être un film. Et il a de quoi faire un film avec récit choral, personnage, structure. Il y a vraiment ça. On sent que ça le démange même dans la mise en scène. Aucun de vous n'a parlé de Laurent Stocker. Qui est pas, moi je trouve pas très très bon dedans. Je le trouve un peu en surjeu, un peu décalé. Je le trouve surtout pas là en fait. Je comprends pas très bien ce personnage de député un peu virago qui veut absolument lutter contre les pesticides. Je trouve que le personnage est à la fois un peu veule par moment. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné justement on est avec ce personnage au début en se disant tiens c'est bien, en gros un député qui a des valeurs, c'est assez chouette, il veut faire quelque chose de bien, puis finalement il y a un moment donné, on comprend que la fin justifie les moyens. Chez lui, il y a quelque chose de très Machiavel que j'aime beaucoup en fait. D'un seul coup, le tournant se prend. Mais pareil, encore une fois, il y a cette dilution qui fait qu'on n'est pas accroché à lui, quoi. Notamment le personnage donc du directeur marketing. On a tout un épisode sur lui, alors qu'on sait très bien ce qui va se passer. On le comprend assez vite au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Il y a quand même une longue scène où il chante une chanson avec sa fille. On comprend bien que c'est pour créer l'empathie, pour nous expliquer qui il est. Mais en fait, dans la narration politique, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'on ne perçoit rien de plus sur le mécanisme politique. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il veut être à la fois dans l'intime et dans le politique, et que les deux finissent par s'annuler. Donc en conclusion, vous attendez une série avec des lobbyistes français sur l'agroalimentaire avec Chantal Lobby et le tout choronné par Shonda Rhimes. Voilà. Est-ce que c'est pas ce qu'on désire que ça intéresse? Je suis pas sûre. C'est ce que demande la France, Madame Roux. Écoutez la France qui parle. Bon, en tout cas, c'est sur Arte, pour ceux qui ont envie de se faire un avis. Je ne sais plus comment le vendre après ce que vous venez d'en dire, qui est absolument... après, c'est loin d'être mauvais non plus. On n'est pas en train de... quand même. Non, mais il y a quand même... Il y a Marseille, par exemple, dans le genre... Est-ce qu'on peut établir un point Marseille? Le point Marseille. Est-ce qu'il y a des accents, déjà? Non, il n'y a pas d'accent. Non, et d'ailleurs, j'étais un peu déçue, parce que je crois que ça se passe un peu dans le Nord, et moi, j'étais un peu déçue que... Tu veux faire un petit accent du Nord, Perrine? Que beaucoup ça chimie. Ah, voilà. On a un quota, très bien. On a un quota. On a fait un peu de Sud tout à l'heure, donc il fallait bien équilibrer géographiquement, c'était important. Absolument. Tradition. Faut faire Bourville si vous... Non. Mon vélo. Non. Tu viens vraiment de faire ça? À mon vélo, en fait. Si Bourville dit que ça dans les vies, à mon vélo. Et ça va marcher moins bien. Rendez-moi mes chaussettes. Voilà. Retrouvez-moi en première partie de Bernard Mabille. Est-ce qu'on laisse un silence gênant? Hop. C'est bon, un silence gênant, c'est fait. Et maintenant, reprenez vos esprits pour la reco. On n'a rien préparé. On est là, on fait des imitations de Bourville. On n'y est pas. Marocco. Alors Marocco, c'est une très très bonne série française. C'est le but, c'est un peu le... Voilà. Ça s'appelle Calls, c'est diffusé sur Canal+. C'est une série très originale, parce que c'est une série audio et c'est une vraie série télé, contrairement à ce qu'on peut lire et ce qu'on sait un podcast. Vous pouvez écouter des podcasts, mais vous devez regarder Calls, parce qu'en fait ça se regarde. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'image véritablement. Ce sont des extraits sonores d'une histoire étrange, un peu horrifique, et pourtant il se passe des choses sur l'écran. Il y a des diodes qui s'allument, des images. Le casting est dingue, ça fait très peur. Saison 1, saison 2 à regarder, et certains... C'est hyper traumatisant. Moi, je dis l'épisode avec Ramzi Bedia. Oui. Est extrêmement traumatisant. Mais tout est comme ça sur la création de l'imaginaire. Ça rappelle vraiment ce que les cinéastes des années 40 arrivaient à faire sur le noir, comme ça, comment tout d'un coup, par un écran noir, on peut faire apparaître des choses. C'est vraiment impressionnant. Et surtout, certains épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube. Calls, saison 1, saison 2, brillant. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est une vraie série. Il y a un vrai travail sur l'image, ou en tout cas ce qu'on ne montre pas. Si je peux juste me permettre, je regrette qu'on ne puisse pas les télécharger pour les écouter hors ligne, en fait. Oui, c'est tout, c'est ma seule réserve, j'ai le droit de le dire. Mais je pense que ça impose de toute façon, c'est moi qui dirige, je m'en fous, je dis ce que je veux. Non, mais c'est hyper bien, c'est admirable. Mais je pense que ça impose aussi une concentration qu'on n'aurait pas en balado-diffusion. Oh, le mec en balado-diffusion. Ça mérite une exclusion, non? Qu'est-ce que t'en penses? Exclu de plusieurs épisodes. Au revoir. Perrine,
Je respecte pas du tout la série française, mais je tenais juste à parler d'un... Elle respecte les mamans, les vêtements, mais pas la série française. Très bien. Mais juste, je tenais à parler d'un truc qui s'est terminé il y a pas longtemps. C'est en lien avec la politique. C'est VIP. En fait, VIP, il y a eu la dernière saison très récemment. J'accepte cette entorse. Merci. Putain, ce serait moi, je me serais fait engueuler. Exactement, mais toi, t'es déjà viré. Donc, alors le VIP, ça s'est terminé, je crois, fin avril, fin début mai, quelque chose comme ça, le dernier épisode de la dernière saison de VIP. Donc, comme on est sur l'étude d'un système politique, d'un système de lobby, en tout cas dans Jeu d'influence, c'est aussi tout ce que raconte VIP en réalité depuis 6 ou 7 saisons d'ailleurs, et qui raconte le système politique américain pour le coup, et aussi les lobbies en font partie, la façon dont ça fonctionne, la façon dont c'est un petit peu pourri de l'intérieur et dont il faut se battre, et en même temps où être pourri finalement c'est ce qui nous rend meilleurs en politique, il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, et ce personnage extraordinaire joué par Julia Louis-Dreyfus qui est absolument démentiel, et une fin terriblement comique mais terriblement amère de la part des créateurs de VIP, que j'ai trouvé honnêtement l'une des meilleures fins de série depuis très très longtemps. J'accepte cette recommandation. Il a fini que sa balado-diffusion, il veut revenir. Oui, il a fini, je veux revenir. Alors il revient pour dire au revoir. Au revoir. Au revoir, parce que Next épisode, c'est terminé. Alors on se retrouve dans 15 jours et promis... Écoutez-nous en balado-diffusion. Promis, je m'engage ici publiquement à ce que ne soit prononcé ni le mot Marseille, ni le mot balado-diffusion. Si vous êtes d'accord avec cette nouvelle règle, le hashtag c'est Molomolito. Molomolito.